Valence est bien fini. Je m'adresse au peuple français. J'épouse absolument le combat de la majorité politique élue en 1981 parce que c'est mon devoir et en même temps j'estime qu'elle a bien travaillé, mais je ne veux pas me mêler des polémiques subalternes qui me seraient insupportables. Je n'ai pas de raison d'attaquer les personnes ni souvent les idées d'une opposition qui représente aussi une partie de la France. Il faut parler avec fermeté, il faut parler avec conviction, il ne faut pas condamner les autres aux gémonies, à l'enfer. J'ai dit tout à l'heure, ils sont aussi la France, mais la majorité subit des attaques qui sont souvent difficiles à supporter, difficiles à accepter. Je comprends ses réflexes, sa défense, mais je lui dis moi-même aujourd'hui, vous qui gouvernez, vous qui avez la majorité à l'Assemblée nationale, précisément parce que vous avez cette majorité, sachez donner au visage de la France les traits bienveillants qu'il doit avoir. Alors, question Christian d'Auraillac, après 7h15 avec le président de la République, en sait-on un peu plus sur ce qui l'intéresse? Ce qui l'intéresse, en tout cas il s'y est employé tout au long de cette émission, c'était visiblement de parler ni d'économie ni de politique et de calmer le jeu, de dédramatiser, d'apparaître comme paternel et rassurant, nous le disions tout à l'heure. Ce qui l'intéresse, c'est également de dépolitiser le plus souvent possible les enjeux, d'où ces références à l'évolution des techniques, aux bienfaits de la science pour demain. On a également découvert le président qui était déjà dans les mêmes dispositions d'esprit à l'occasion de sa dernière conférence de presse quand il défendait son bilan. Ce qui l'intéresse, c'est de défendre un bilan quand il dit qu'il épouse absolument le combat de la majorité. Un homme qui assure par ailleurs que c'est la majorité élue qui aura le soin de gouverner en 86. Là, l'autre aspect de sa stratégie apparaît. Ce qui l'intéresse, c'est d'apparaître comme ouvert. Une stratégie qui consiste à changer le terrain du débat des idées. C'est assez difficile à saisir, mais c'est en quelque sorte un jeu qui consisterait à inverser la logique. Un jeu qui permettrait à l'opposition de progresser autant contre lui et un peu moins. Il ne s'agit plus de juger le bilan de la gauche avec les yeux de la droite, mais de juger les effets de l'éventuelle marginalisation de la gauche avec des yeux et des critères qui sont ceux de la réalité d'aujourd'hui dépolitisée. Ce qui l'intéresse, ce sont donc aussi les réactions de ses adversaires. Et il faut dire que ce discours ne prête pas facilement le flanc à des critiques acerbes. Nous vous retrouvons tout à l'heure, un peu plus tard dans ce journal, avec deux confrères étrangers qui sont en poste à Paris pour analyser un peu plus avant cette intervention du président de la République à la télévision ce soir. Raymond Barre tenait cet après-midi à Lyon son premier grand meeting, l'occasion pour lui d'exposer le fond de sa pensée politique sur laquelle se greffent les éléments imposés par les conjonctures. Ses valeurs, liberté, responsabilité et solidarité. Il a donné quelques autres précisions sur sa pensée politique. Éric Pierrot était sur place. Certes, il y avait de la musique, des projecteurs et des milliers de supporters venus l'acclamer. Mais Raymond Barre a lancé sa campagne électorale en cultivant un look plutôt sobre. Ici, pas de vidéoclip, de laser ni de fumée blanche. L'ancien Premier ministre veut rester dans le traditionnel. Entouré de la fine fleur bariste de la région Rhône-Alpes, Raymond Barre a d'ailleurs prôné le retour aux valeurs anciennes. Nous sommes pour le travail, nous sommes pour la famille, nous sommes pour la patrie, dans une France libre et parce que des hommes libres l'auront voulu. Puis, c'est le couplet devenu habituel contre la cohabitation. Permettez-moi de vous le dire, je plains ce chef de gouvernement désigné par les partis et soutenu par une coalition de partis qui ne pourra pas disposer du droit de dissolution. Pour faire patienter les gens avant le meeting, les organisateurs avaient fait jouer une pièce de La Biche dont le titre a dû faire plaisir à Raymond Barre, puisqu'elle s'intitule « Le plus heureux des trois ». Giscard et Chirac apprécieront. De toute façon, ce sont les événements qui les départageront. En Algérie, à 10 jours du congrès du FLN, une série de procès politiques s'est ouverte aujourd'hui. Les uns visent des associations constituées en dehors du parti unique, les autres des opposants au régime, partisans de Ben Bella ou islamistes. Ce sont les premiers procès pour délit d'opinion depuis la politique de réconciliation menée par M. Chadli. Émilie Rafoul. 23 personnes ont comparu aujourd'hui devant la Cour de sûreté de l'État à Médéa, près d'Alger. 11 sont membres de la Ligue algérienne des droits de l'homme, 12 sont des militants des comités d'enfants des martyrs de la guerre d'indépendance. Ces deux associations se sont constituées en dehors du FLN, le parti unique en Algérie.
Les premières arrestations remontent au 5 juillet dernier, le jour de la fête nationale. Une dizaine de personnes ont tenté de déposer des gerbes en dehors des cérémonies officielles prévues. Jusqu'à la fin de l'été, 70 personnes en tout ont été interpellées par la police. Associations illégales, rédaction de tracts appelant à la division, tous ces actes portent atteinte à la sécurité de l'État. C'est ainsi que le ministre de la Justice a commenté ces arrestations, précisant que la justice algérienne est transparente comme une maison de verre. C'est donc en présence de la presse internationale que le procès s'est ouvert aujourd'hui. Il durera 4 jours jusqu'au 19. À cette date, ce sera le tour des partisans de Ben Bella à passer devant la Cour de sûreté de l'État. La situation actuelle en Algérie a conduit 2 anciens chefs de la guerre d'indépendance, Ben Bella et Aït Ahmed, séparés depuis 20 ans, à se retrouver pour lancer demain à Londres un appel. Gilles Dujonchet et une équipe de Soir 3 ont pu les rencontrer hier, quelque part en Europe, ils ne veulent pas qu'on dise où, à la veille de cette proclamation. Un entretien exclusif avec Soir 3. Ahmed Ben Bella, aussi Aït Ahmed, vous vous êtes séparés très vite. Peu après l'indépendance, vous vous êtes même combattus et aujourd'hui vous avez décidé de vous exprimer ensemble. Devant la situation de notre pays, nous sommes arrivés à la conviction qu'il fallait que de nouveau nous parlions ensemble, que nous joignions nos efforts ensemble pour débloquer une situation dangereuse. Nous ne voulons pas que l'Algérie continue à vivre sous le régime du monopole de l'expression, du monopole économique, du monopole culturel. Il faut que le peuple algérien reprenne en main son droit à l'autodétermination. Il y a des maquis actuellement assez actifs en Algérie depuis l'été dernier. Vous avez des liens avec eux? Non, pas du tout. On sent la montée de la violence dans la société algérienne. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous n'avons pas de rapport avec ce qui se passe. Mais nous dénonçons surtout la répression. Mais nous ne dénonçons pas. Mais dénonçons surtout la répression. Nous dénonçons l'usage du bras séculier pour régler des problèmes insolubles par l'usage du bras séculier, notamment de l'armée, de la police, des polices parallèles, etc. Et quand nous parlons de sud-américanisation, voilà un fait. On règle les problèmes sociaux, on règle les problèmes politiques par la force. Nous pouvons avoir pour l'avenir des programmes différents, mais nous avons absolument besoin d'un cadre démocratique. La démocratie dont parle le régime, quand il organise cet immense psychodrame appelé la Charte nationale, ce n'est pas la démocratie. Nous voulons apporter à notre peuple une autre alternative. Et ce pluralisme, nous en sommes un peu la concrétisation. Nous ne sommes pas, disons, le pluralisme, mais nous voulons par notre exemple de discussion, de franche confrontation, amener la jeunesse algérienne à s'assumer et également à se tolérer dans les différentes sensibilités. Le DC-8 d'Arrow Airlines, qui s'est écrasé jeudi dernier à Terre-Neuve avec 250 soldats américains à bord, était-il une épave volante? On peut se poser la question après les premiers résultats de l'enquête menée aux États-Unis. C'est d'ailleurs la question que posent les parlementaires américains au gouvernement. Pourquoi l'armée fait-elle voyager ses troupes dans de telles conditions? Hélène Rizacher nous dit ce que l'enquête a révélé jusqu'ici. Très abîmés dans l'accident, les 2 boîtes noires du DC-8. Leur expertise risque d'être difficile, d'autant qu'elles sont d'un vieux modèle des années 50, beaucoup moins précis que les appareils actuels. Les premiers enquêteurs ont exclu l'hypothèse d'un sabotage de l'avion. On s'oriente de plus en plus vers la thèse de la défaillance technique. Dans l'accident, la queue de l'appareil a heurté le sol avant le reste du fuselage. Or, il y a un mois, l'arrière de ce même DC-8 avait raclé la piste au décollage. Le pilote avait dû reposer l'appareil et reprendre sa manœuvre. En juillet dernier encore, l'un des réacteurs a pris feu avant l'envol. Et peu après, un mécanicien estimant l'avion en plutôt mauvais état avait refusé de signer le manifeste de fin de travaux. La direction d'Arrow Air reconnaît aujourd'hui que son DC-8 a eu quelques problèmes cette année. Mais elle ajoute « Nous n'avons jamais fait décoller d'appareil dont nous n'étions pas absolument sûrs ». Et pourtant, cet été, Arrow Air a dû payer une amende de 34 000 $ pour violation des règles de sécurité. Aux États-Unis, la déréglementation aérienne, la concurrence sauvage, oblige les compagnies à comprimer leurs coûts au-delà du raisonnable. En tout cas, le prochain rapatriement de troupes américaines dans 3 jours s'effectuera par avion militaire. Le vol charter Arrow Air a été annulé. Europe Journal fête ses 3 ans. Comme son titre ne l'indique pas, c'est un journal chinois, mais destiné aux Chinois d'Europe. Il est diffusé dans 3 capitales, Londres, Amsterdam et Paris.
Pour le caractériser, on peut dire que c'est un mélange entre l'Auvergnat de Paris et l'International Herald Tribune. Hubert Coudurier l'a feuilleté pour nous. Leader des quotidiens chinois à Paris, Europe Journal, c'est à la fois une réussite financière et une prouesse technologique. Composé à Taïwan puis imprimé à Montreuil grâce à une liaison satellite, il est ensuite distribué dans une trentaine de pays. De la politique internationale au potin du quartier chinois, un but, renforcer l'intégration de la communauté asiatique. Des scoops sur l'activité du 13e. En effet, nous avons parlé les premiers de l'affaire du meurtre dans la tour Tokyo. Et peut-être que nous aurons des hypothèses à émettre. Mais notre journal, quand même, s'intéresse beaucoup plus à la vie nationale et internationale qu'à la vie du 13e arrondissement, parce que la communauté asiatique n'est pas assez concentrée pour qu'on puisse en faire quelque chose d'important. Elle crée des richesses, elle a des problèmes d'adaptation, d'intégration et de compréhension de la loi. En Asie du Sud-Est, lorsque la communauté chinoise voit arriver la police, par exemple, c'est pour le soutirer de l'argent. C'est très difficile pour elle de comprendre que la France est un pays de droit et que l'autorité publique n'est pas corrompue. Un rôle donc essentiel qui s'est ainsi traduit l'an dernier par une augmentation très sensible de la diffusion. Si cette dernière reste encore modeste, près de 20 000 exemplaires, l'année du rat aura néanmoins été une excellente année. On connaît depuis 2 heures les adversaires de la France pour la Coupe du Monde de football 1986. Le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure à Mexico. Ces récents résultats en championnat d'Europe des Nations et lors de la Coupe du Monde 82 valent à la France d'être tête de série. Alors, facile ou pas facile, Michel Drey? 3 enfants mexicains, Luis, Emilio et Manuel, ont procédé au tirage au sort de cette Coupe du Monde. Aux côtés du secrétaire général de la FIFA, ils ont pris au hasard les boules des 24 pays qualifiés. Un tirage au sort tout de même dirigé, puisqu'il y avait des têtes de série, des équipes moyennes, d'autres moins fortes, cela pour éviter au début des affrontements entre les meilleures nations du football. 6 poules de 4, les 2 premiers de chaque groupe qualifié, plus les 4 meilleurs troisièmes, au total 16 équipes pour les 8e de finale. Pas trop dur pour l'équipe de France. Elle affrontera à Léon, la Hongrie, premier pays désigné par les jeunes enfants, le Canada et l'URSS. France et URSS devraient accéder aux 8e de finale. Premier match pour la France le 1er juin contre le Canada. La France jouera ses 3 matchs à Léon à 12h, 20h, heure française. L'Italie, tenante du titre, et Argentine, les mieux placés, mais la Bulgarie peut jouer les troubles fêtes. Le Brésil, seul pays à avoir disputé 13 Coupes du Monde, devrait se qualifier avec l'Espagne. Le groupe le plus difficile, léger avantage à l'Allemagne et au Danemark. Angleterre, Pologne, Portugal et Maroc, attention aux surprises. Enfin, le Mexique, pays organisateur, n'est pas mal loti non plus avec la Belgique, l'Irak et le Paraguay. Match d'ouverture Italie-Bulgarie le 31 mai, finale le 29 juin. Michel Platini et ses partenaires ont l'ambition de gagner au Mexique. Quelques résultats. Football, les 2 derniers matchs de la 24e journée de championnat de France. Marseille et Paris Saint-Germain ont fait match nul 0-0. Metz a battu Monaco 3-2. Au classement général, après la journée d'hier, Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 6 points d'avance sur Nantes et Bordeaux. Ski, Ingemar Stenmark, vétéran maintenant, il a 29 ans, ne se lasse pas de la victoire. Il a remporté aujourd'hui le slalom géant de l'Avila en Italie. C'était un peu pour le plaisir car il est déjà le skieur qui a remporté le plus de victoires en Coupe du Monde. Chez les femmes, nouveau succès d'Erika Hess dans le slalom de Savonien en Suisse. Perrine Pelen s'est classée 5e. Avec nous, je vous le disais tout à l'heure, ce soir, pour parler, analyser et commenter l'intervention du président de la République à la télévision ce soir, 2 confrères de la presse étrangère en poste à Paris, observateurs habitués de la vie politique française, Axel Kraus de l'International Herald Tribune et Nicolas Druz d'Europe Journal que nous avons vu tout à l'heure. Alors, Axel Kraus, la première question, celle qui saute aux yeux, qu'est-ce qui précisément vous a sauté aux yeux dans la déclaration du président de la République? Si vous ne deviez retenir qu'une chose, qu'est-ce que ça serait? Je crois que la première chose qui m'a frappé, c'était l'absence disons, des choses que j'aurais souhaité soient traitées. C'est-à-dire que j'étais très frustré. Le journaliste est frustré. Voilà.
frustré parce que j'aurais peut-être posé d'autres questions et peut-être j'aurais pensé que des Français auraient souhaité que d'autres questions soient traitées d'une façon différente. Donc c'était une sorte de choc de voir cette forme de débat. C'est un exercice, on disait tout à l'heure, c'est un exercice de dépolitisation un petit peu. Est-ce que ça existe aux États-Unis? Est-ce que Reagan fait ça, par exemple? Reagan le fait très souvent, c'est-à-dire l'objectif, c'est justement de rassurer des gens, d'essayer de passer à côté d'un vrai débat pour essayer de convaincre le peuple que, comme disait le président, il a compté sur le bon sens des Français. Il ne voulait pas justement entrer dans un débat que peut-être nous, les journalistes, auraient souhaité voir sur toutes les questions, RECA, SDI, l'économie, etc. C'est-à-dire, c'était pour moi une frustration d'abord journalistique, j'aurais peut-être posé d'autres questions, et en même temps, c'était quelque chose de très compréhensible parce que justement, Reagan, Mrs. Thatcher, d'autres dirigeants politiques, ils font la même chose régulièrement. D'ailleurs, Roosevelt a commencé dans les années 30 avec les petites conversations en coin de feu. Ça, c'est dans un pays à haut consensus politique, comme les États-Unis, ce qui n'est pas le cas de la France. Ouh là là, en 1930, souvenez-vous, le grand débat entre Mandel et Reagan, Jimmy Carter et Reagan. Nous avons aussi l'habitude de l'utilisation de la télévision pour des raisons différentes. Mais c'est un exercice qui rapporte, généralement, à celui qui pratique. C'est-à-dire, il faut une certaine conviction que les gens accueillent ce genre de déclaration, cette façon de s'exprimer. Je ne sais pas comment le président de la République voit, ou ses conseillers voient l'image, le mood du pays en ce moment, mais personnellement, en tant que journaliste, je sens beaucoup de frustration. Et si on prend la question du chômage, qu'il a dit était quand même le plus grand échec, il a dit ça il y a quelques jours dans sa dernière interview, c'est une question qu'il n'a vraiment pas abordée. Et on ne lui a pas posé de question non plus. Nicolas Druz, dans le prisme asiatique d'Europe Journal. Non, moi je ne suis pas surpris. Je pense que la position du président doit être d'une subtilité toute asiatique. Il doit à la fois rester sur la montagne pour ne pas craindre les vents coulis de 86, mais en même temps il doit se donner un peu d'air face à une majorité qui sera sans doute pas celle qu'il espère. Donc il doit dire j'ai fait ceci, notamment les conquêtes sociales qu'il a défendues souvent, et vous, opposition, peut-être future majorité, qu'allez-vous faire de ce que j'ai fait? Comme en face on n'est pas monolithique, comme on n'a pas les mêmes réponses à donner au président, ça lui donnera une marge de manœuvre. Alors, dans cet exercice, vous êtes à peu près d'accord tous les deux pour considérer qu'il y avait une stratégie, il y avait une ligne directrice dans ce qu'il a fait. Il a réussi dans cette ligne-là, il a été convaincant dans cet exercice de dépolitisation. Nicolas, oui, Nicolas Druz. Moi, je pense qu'il n'a pas essayé de convaincre, il a essayé d'occuper le terrain. Ce soir à TF1, avant, et puis peut-être bientôt encore. Et je ne suis pas certain que l'émission Rose et Bleu, enfin très chatoyante de Mourouzi, soit la meilleure des solutions à employer. Je pense à la philosophie chinoise qui dit les 5 couleurs, traduisons les 5 chaînes, éblouissent les sens de l'homme. C'est pourquoi le sage prend des provisions pour son estomac. Et c'est judicieux. Par son 86, la droite et la gauche ont quand même avalé quelques couleuvres. Je crois que le véritable problème ici, la question qui était posée, c'est oui ou non, y a-t-il une stratégie alternative crédible ou pas? Alors je ne crois pas qu'il a vraiment adressé cette question, surtout concernant le chômage, concernant l'inflation, concernant la politique étrangère. Il y avait beaucoup de questions que beaucoup d'entre nous traitent régulièrement dans la presse écrite, où nous savons que, par exemple, que l'affaire de M. Berlusconi, l'affaire de la télévision, par exemple, n'est pas encore réglée. Il n'a jamais entamé cette question et il n'était pas poursuivi non plus. Encore, je reviens à mon idée que c'était un exercice en frustration sur le plan journalistique, mais le but, je crois, c'était de rassurer des gens. Mais je ne sais pas si les Français vont être rassurés. Beaucoup de gens parlent sans arrêt du fait qu'ils savent déjà comment ils vont voter. Je ne sais pas si M. Mitterrand a changé beaucoup d'avis. Personnellement, je ne crois pas. Parce qu'il n'y avait pas un but très clair sur un plan politique dans les choses qu'il a dit. C'était surtout pour rassurer, c'était très psychologique. Oui, alors justement, Nicolas vient de dire que la droite et la gauche vont avaler beaucoup de couleuvres après mars 86. Alors est-ce que vous avez l'impression que le président, au fond, a dit, écoutez, de toute façon, tout le monde sera obligé d'avaler des couleuvres, avalons-les ensemble? Je crois que c'est un petit peu ce qu'il a dit. Et
en plus, vous voyez, en 86, ce sera l'orée de l'année du tigre. Alors je pense que là, il y a un présage qui est tout à fait intéressant. Le président peut-être essaye d'enlever quelques griffes du tigre. Le tigre, qui c'est? C'est l'année du tigre qui s'annonce. Oui. Non mais le tigre. Bah, semble-t-il, après ce qu'on a entendu, M. Barre semble exceller dans ce jeu. Je ne sais pas si ça lui plairait d'ailleurs. Je veux dire que M. Barre, dans la cosmogonie chinoise, c'est un dragon. Pardon, M. Mitterrand est un dragon, et que M. Barre est un rat, et que les deux animaux qui s'entendent le mieux, ce sont le dragon et le rat. Et... Ça n'a pas l'air. Alors peut-être qu'on va bien assister à des rapprochements tout à fait spectaculaires. Moi, je vois quand même pas mal de contradictions et disons, d'approches différentes dans le ton, la tonalité du président. Je crois qu'il est à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi, par rapport au peuple français, peut-être par rapport aux médias. Peut-être qu'il souhaite voir aussi la réaction des Français dans les jours qui viennent, parce que peut-être qu'il ne sait pas exactement ce que les Français pensent véritablement, malgré des sondages, et peut-être il est dans une période de réflexion. Et d'où cette envie de descendre de son piédestal, de parler des problèmes de vie quotidienne, de montrer qu'il lit la presse. Parlons des bons sens des Français. J'ai senti quelque chose en président Mitterrand qui était différent, c'est-à-dire différent dans le contexte actuel où tout le monde se bat tout le temps. Vous croyez qu'il occupe et qu'il tâte le terrain en même temps? C'est ça, exactement. C'était une sorte de test, à mon avis, pour lui, pour voir la réaction des gens à cette approche. Très bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. En tout cas, messieurs, je vous remercie. À table maintenant, enfin, si on peut, parce que c'est cher. Les premières truffes font leur apparition sur les marchés. Traditionnellement chères, elles le seront plus encore cette année. La récolte s'annonce maigre à cause de la sécheresse. De 2000 à 2500 francs le kilo à la production, elles atteindront de 5005 à 6000 francs le kilo une fois arrivées chez le traiteur. Dans le Périgord noir, patrie d'origine de la truffe, on a cependant bon espoir d'une récolte honnête. André de Forjac nous explique pourquoi. Il y a 15 jours, on pensait encore que la truffe serait très rare dans le Périgord, sauf à Saint-Pantélie-d'Excideuil, où un groupe de trufficulteurs tente depuis 12 ans de rénover des truffières ou d'en créer une nouvelle. Depuis 12 années d'observation et de recherche, les premières truffes ont fait cette année leur apparition malgré la sécheresse. Sur ce terrain d'expérimentation d'1 hectare, la récolte s'est avérée miraculeuse, tant au pied des chênes que des noisetiers. Le secret de cette réussite, c'est l'enthousiasme des 182 adhérents du groupement de Saint-Pantélie-d'Excideuil. C'est aussi un réseau d'irrigation financé par un contrat de pays, car il s'avère cette année que l'eau a été l'élément clé de cette récolte. La truffe a d'énormes besoins d'eau. Elle se forme à la fin mai, début juin. Elle a à passer toute la période estivale, toute la période sèche et chaude pour arriver à sa maturation au mois de décembre-janvier. Pendant toute cette période, elle est donc vulnérable aux conditions climatiques. À Saint-Pantélie-d'Excideuil, il n'est pas question de s'endormir sur ses lauriers. Et si on fête joyeusement la première récolte 85, on sait qu'il y a encore de longues années pour parachever cet effort et démontrer que la truffe est devenue une culture à part entière. Pendant que nous connaissons un moment de redoux, les États-Unis grelottent, claquent des dents et même pire à cause d'une vague de froid exceptionnelle. Il a fait jusqu'à moins 45. Mais Mona Interman a cru que l'encre allait geler dans son stylo. Sur la glace de Chicago, le feu. De sacrées flammes qui font un pied de nez aux pompiers, car pour les éteindre, il faut d'abord réchauffer au chalumeau les bouches d'incendie gelées. Ici dans l'Illinois, la terre d'Abraham Lincoln et de Ronald Reagan, rien n'arrête les grands froids arctiques descendus du Canada. Comme dans toute la région des Grands Lacs, on est habitué aux basses températures. Mais moins 45 degrés, c'est tout de même un hiver particulièrement rigoureux aux États-Unis. Les Texans ne sont pas épargnés d'ailleurs, moins 10 degrés à Houston. Pour revenir à Chicago, tout autour du lac Michigan, qu'un maire astucieux du début du siècle a eu l'idée de réserver aux promeneurs et d'interdire aux usines, la glace s'étend. La plupart des oiseaux sont partis. Et pour ceux qui restent, c'est vraiment une sale saison. Difficile de trouver à manger. Quant à la boisson, il faut vraiment en avoir envie. Attention à un essai. Non, on renonce. Vivement le printemps. Les résultats du tiercé d'Auteuil, la combinaison gagnante 1, 10, 3 rapporte pour 5 francs dans l'ordre seulement 538 francs et dans un ordre différent 100 francs.
Le temps demain, peu de changements, pas question qu'il fasse moins 45 ici. Beaucoup de brouillard le matin sur la moitié nord, nettement moins sur la moitié sud. Dans la journée, plafond bas sur la moitié nord, d'où les nuages ne bougeront guère, sauf l'après-midi sur le nord. Sur la moitié sud, une fois le brouillard levé, il fera très beau. Côté température, elles seront douces pour la saison sur la moitié nord, mais fraîches pour la saison sur la moitié sud. Vos deux rendez-vous avec Soir 3 demain, première édition 19h Richard Tripot, seconde édition 22h Jean-Jacques Perrault. Avant de vous laisser à la compagnie ô combien talentueuse de Charlottetown et Clark Gable dans Les Révoltés du Bounty, le rappel des titres de ce journal. À bientôt, bonne fin de soirée. Le président Mitterrand à la télévision ce soir, je suis le principal responsable de ce qui a été fait. Ben Bella et Aït Ahmed, de nouveau réunis, dénoncent les tendances selon eux dictatoriales du régime algérien. Arrow Airlines reconnaît que le DC-8 qui s'est écrasé à Terre-Neuve avait eu de nombreux ennuis auparavant. Tirage au sort de la Coupe du Monde 86, la France plutôt bien lotie, ses adversaires URSS, Hongrie, Canada.